Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition du podcast Bulletin sportif. Cette semaine, encore une fois, du football au menu. Évidemment, les matchs de football universitaire avec Jason Bryan Jean-Baptiste. Non seulement on va parler des matchs, mais on va faire un retour sur les moments les plus marquants parce qu'on est déjà rendu à la moitié de la saison. Ensuite, football collégial avec Chris Bemba, qui est d'ailleurs allé voir le match entre CNDF et le Vieux-Montréal. Donc, des images, il nous a rapporté des images de ce match-là. Et puis, évidemment, l'entrevue de la semaine, cette semaine, le joueur de soccer des Patriotes de l'UQTR, Gabriel Balbinotti. Alors, bienvenue à tous au nouvel épisode de Bulletin sportif. Une présentation de Gagné Sport. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport. Notre équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Nos services s'adressent aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, aux écoles privées, cégep, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architecture et d'urbanisme. Nous croyons également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité. Chez Gagné Sport, l'excellence du service que nous offrons est à la base de toutes nos actions. Merci Gagné Sport d'accompagner le podcast de Bulletin sportif chaque semaine. C'est important, nécessaire. Et pour vous qui nous écoutez, n'hésitez pas, contactez-les. Vous avez l'adresse de leur site web, gagnésport.com, ainsi que leur numéro de téléphone. N'hésitez pas, ils ont à peu près tout ce que vous pouvez imaginer comme équipement sportif. Alors, on a passé au menu. Maintenant, les nouvelles de la dernière semaine, évidemment, on va vous parler, comme on a dit tantôt, de football. Donc, je laisse ça pour ces deux chroniques-là. Par contre, au niveau du football scolaire, on en parle peu, mais je voulais quand même souligner les grosses victoires du collège Charles Lemoine, 31-0 face à Notre-Dame, ainsi que du séminaire Saint-François, 41-0 contre Curé Antoine Labelle. Deux matchs qui, peut-être, donnaient l'impression qu'on allait avoir des confrontations plus serrées que ça. Mais visiblement, on démontre que SSF et CLL sont peut-être dans une classe à part cette saison. On a hâte de les voir s'affronter. Ensuite, au niveau du hockey collégial féminin, Limoilou, et je dirais même masculin, parce que dans les deux cas, on a toujours des fiches immaculées. Donc, chez les femmes, on va se concentrer de ce côté-là. Limoilou a battu André Laurando 3-2 et John Abbott 7-2. Champlain-Lennoxville également une fin de semaine parfaite avec des victoires de 4-1 contre John Abbott et 7-0 contre Saint-Laurent. Et Dawson, victoire de 3-1 contre Saint-Laurent et 1-0 contre Édouard-Montpetit. Je veux encore une fois mentionner la gardienne Jeanne Lortie. J'en ai déjà parlé, mais j'en reparle. Un but accordé seulement sur 33 tirs en fin de semaine. Depuis le début de la saison, c'est 3 buts accordés sur 108 tirs. Donc, Jeanne Lortie qui est évidemment une partie plus qu'intégrante des succès des Blues cette année. Au niveau masculin, Champlain-Lennoxville, comme je vous l'ai dit, continue d'avoir une fiche parfaite, mais un match vraiment intéressant en fin de semaine. Vendredi passé, c'était contre Sorel-Tracy. Ça s'est terminé en prolongation, de victoire de 5-4. Alex-Antoine Yargeau, qui a marqué 4 buts, une passe en fin de semaine, a surtout eu 3 buts contre Sorel, dont celui en prolongation. Il faut savoir que dans ce match-là, Champlain-Lennox menait 4-2 à la moitié de la troisième période, mais 2 buts d'Ilia Arsenault-Roland ont poussé le match en prolongation avant que justement Yargeau ne puisse clore le débat en prolongation. Une autre victoire de Champlain-Lennoxville, c'était 5-2 contre la Flèche. Je veux aussi mentionner les deux victoires d'Alma, 6-1 et 3-2, les deux contre la BTB-Témiscamingue. Donc, évidemment, une bonne performance, encore une fois, d'Alma qui talonne Champlain-Lennoxville au haut du classement avec Sorel aussi. Juste quand même mentionné pour Sorel, après avoir échappé le match contre Champlain-Lennox, a quand même remporté une victoire de 6-3 contre Champlain-Saint-Lawrence. Un troisième match de 4 points cette saison pour Hugo Vézina-Fusé, un joueur à surveiller. Soccer collégial féminin, Huntsic toujours parfaite avec une victoire de 1-0 contre Vanier. 5 victoires, aucune défaite, un seul but accordé en 5 matchs pour les représentants du collège Huntsic. Champlain-Saint-Lambert, la semaine prochaine, ce sera intéressant à suivre parce que c'est l'autre équipe qui les suit au classement. Une victoire, une nulle en fin de semaine pour Champlain-Saint-Lambert. Au niveau masculin,
Garneau et Montmorency sont au sommet du classement avec des fiches de 5-1. Garneau a gagné 4-0 contre Dawson et a infligé une première défaite aux Cavaliers de Champlain-Saint-Lambert en fin de semaine, une victoire de 1-0. Jérôme Laplante, 3 buts en fin de semaine pour les Élans de Garneau. Montmorency, 2 victoires, 2-1 contre John Abbott et 2-0 contre Sainte-Foy. Alexandre Marcoux a marqué 2 buts pour Montmorency en fin de semaine. Au niveau universitaire, soccer universitaire féminin, et féminin et masculin, on a assisté aux premières défaites du Rouge et Or des deux côtés. À chaque fois contre l'UQAM. Chez les femmes, 1-0. 1-0 contre l'UQAM. Puis chez les hommes, la première défaite de la saison, c'était 4-1 de leur côté. Victoire également de Bishop. C'est une première victoire cette saison. Un 2-0 contre l'UQTR. Une bonne fin de semaine d'ailleurs pour Bishop, qui a quand même fait match nul contre l'UQAM, visiblement une des puissances de la Ligue cette année. Au niveau masculin, en plus de la première défaite de Laval, je tiens à mentionner les deux victoires, par des marges assez importantes de 3-0 et 4-0 de l'Université de Montréal, les Carabins, donc qui continuent de bien être positionnés au classement. Alors, voilà pour les actualités au niveau des performances sportives de la semaine. Je vous souhaite un excellent podcast. Amusez-vous comme moi je le fais à le faire et, s'il vous plaît, partagez en grand nombre. Dites à vos amis, dites aux gens que vous connaissez de venir au moins regarder le podcast ou l'écouter si vous le faites au niveau audio. Et puis, n'hésitez pas, abonnez-vous, comme ça vous ne manquerez rien de ce qu'on vous envoie et de ce qu'on produit chaque semaine. Merci. Bonjour. Jason, Brian, Jean-Baptiste, pour la chronique de foot universitaire, comment ça va? Ça va super bien, Phil. Toi? Très bien, merci. C'est en fin de semaine, on a eu 2 matchs intéressants, mais non télédiffusés. Fait que c'était plus difficile, évidemment, pour tout le monde de savoir ce qu'il en était. J'ai eu la chance, ou en tout cas, j'ai pris l'opportunité d'aller voir le match sur place, Montréal à McGill. Un match intéressant parce que ça commence fort pour McGill, 5-0 après le premier quart, une bonne poussée offensive pour commencer. Malheureusement, on n'arrive pas à faire le toucher, ça finit avec un placement. Le match en bac, mais là, à partir du deuxième quart, en fait, je te dirais même la fin du premier quart parce que la poussée offensive des Carabins a commencé là. Premier jeu du deuxième quart, touché. Ensuite, deuxième, troisième quart, c'est dominé 29-1 par les Carabins. À ce moment-là, on a vu un match qui a comme échappé, si on veut, à McGill. En réalité, c'est pas compliqué. Moi, j'ai vu un match où on demande à Éloi La Tendresse Régimbal de faire des gros jeux, puis gros jeux, en pensant qu'il va peut-être s'en sortir avec ses jambes si jamais ses receveurs ne sont pas là. Et pour faire des gros jeux, faire des longs jeux, bien évidemment, ça prend plus de temps à se déployer. Comme ça prend plus de temps à se déployer, la pression arrive, finit par arriver, puis la pression des Carabins, de la ligne offensive des Carabins, de leur boîte défensive, parce qu'ils amènent tout le temps un blitz en plus. À un moment donné, tu ne peux pas contenir ça. Les meilleures lignes offensives ont de la misère à contenir ça. Donc, ce que ça a donné, c'est 9 sacs du corps contre Éloi La Tendresse Régimbal. Pendant ce temps-là, Jonathan Sénécal a trouvé Carl Chabot tout le long du match. Chabot a capté 5 ballons, 58 verges pendant ces 30 minutes-là, le deuxième, troisième quart. Mais au total, il a fini avec 111 verges de gain, 2 touchés. Vraiment, Chabot a été le Carl Chabot qu'on connaît, mais en plus, c'est ça, marquer ses touchés, c'est comme un petit peu occupé, si on veut, de l'attaque. Il y a également Alexandre Jones-Dudley, là, qui a été excellent, qui est efficace match après match après match. A marqué un seul touché cette saison. Peut-être que c'est ce qui manque, contrairement à Sandoso qui faisait des longs jeux, marquait peut-être un peu plus de touchés l'an passé. Remarque que c'est peut-être pas juste ça, mais on sent là, que Montréal, c'est une équipe qui est capable de faire les choses, mais l'attaque est inconstante. Marco Yadeluca me disait après le match, justement, il dit « J'ai jamais coaché une équipe si jeune offensivement. » Donc, ça peut expliquer les inconstances à certains moments, les pénalités, beaucoup de pénalités qui sont prises dans le match. Puis, bref, c'est un peu l'histoire du match. Je te dirais, là, 9 sacs pour la ligne défensive puis les secondaires des Carabins. Carl Chabot avec un bon match. Puis
comme je dis, je pense qu'il y a un problème au niveau de l'attaque générale de McGill qui, je pense, essaye trop d'être explosive. Puis ça leur coûte cher parce qu'au bout du compte, ils n'arrivent pas à prendre de rythme. Si tu ne prends pas de rythme, si tu n'as pas de jeu au sol, si tu n'es pas capable de calmer les choses, puis d'avoir des longues séquences, bien évidemment qu'à un moment donné, tu brûles ta défensive et tu vas finir par te faire bouffer. Et c'est un peu ce qui arrive. Ouais, je pense que tu as très bien résumé le match. Je pense que McGill, ben, comme tu l'as dit, les jeux explosifs, ça prend du temps à développer. Et je pense que avec la dominance de la ligne défensive des Caramels, avec Broderick, avec Philippe Cardinal qui ont juste pris le contrôle de ce match-là, c'est très difficile de développer un rythme offensif dans ces conditions-là. Et Éloi, comme tu l'as dit, il ne peut pas courir aussi dans ces conditions, genre avec autant de personnes sur cette ligne-là qui peuvent égaliser son niveau d'athlétisme sur plusieurs actions. Ça devient très difficile d'avoir une constance si tu ne peux pas avoir ton jeu au sol aussi. Donc, comme tu l'as dit, je pense que Montréal, ils vont quand même apprendre de ce match-là. Je pense que c'est comme tu l'as dit au niveau des pénalités, je pense que c'est quelque chose qu'ils vont toujours devoir corriger. Mais de façon générale, ils ont gardé le contrôle tout le long du match. Donc, c'est un peu ça, exact. La défensive permet de garder le contrôle, fait que l'équipe est toujours dans le match. Puis là, il y a trop de talent avec un Jonathan Sénécal pour que les choses arrivent, avec Carl Chabot, avec Jones Dudley dont je parlais tout à l'heure. Puis imagine en plus si un Hassan Dosso revient, mais également Iragi Bunganda. Tu as plusieurs bons joueurs, mais là, pour l'instant, il y a beaucoup de blessés chez les receveurs de passe. Fait que pour Sénécal, lui-même me le disait, il dit, garde, c'est un système, là, c'est pas tellement grave qui est là. Fait que, il dit, on est habitué, mais à un moment donné, ça prend de la connexion, ça prend de l'exécution. Puis ça va finir par arriver. Ce qui est bon signe, si on veut, pour Montréal, c'est qu'il reste une demi-saison pour continuer de travailler. C'est une équipe qui est talentueuse, qui manque peut-être d'expérience en attaque, mais qui est assez talentueuse. Donc, ça te fait dire qu'il devrait s'améliorer. C'est pas, bon, on a atteint un plafond puis on est prêt avec ça. C'est une équipe qui devrait continuer d'avancer. Puis ça va être intéressant de voir, mais on se retrouve un peu avec une saison où, encore une fois, on a deux équipes. Là, parce que de l'autre côté, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine? C'est quoi? Une démolition complète et en règle par le Rouge et Or, 60-14 contre Concordia. Un match que j'ai écouté à la radio, que je n'ai pas vu comme tel. Donc, évidemment, ça change un peu la perspective, mais avec 60-14, je pense qu'à un moment donné, c'est pas extrêmement compliqué de faire de l'analyse. Définitivement. Je pense que qu'est-ce qui résume bien le match, d'abord, c'est que du côté pour le Rouge et Or, 34 premiers essais obtenus, comparé à uniquement 12 pour Concordia. L'attaque du Rouge et Or a été inarrêtable. Kevin Mittal, il a fini avec 3 touchés, plus de 100 verges. Vraiment, ce joueur-là, il a dominé le match de façon générale. Arnaud Desjardins qui a terminé avec plus de 300 verges, 364 verges, 5 passes de toucher. Vraiment, juste l'attaque du Rouge et Or, collectivement, ils ont bien joué. Ils ont aussi pu donner de l'opportunité à d'autres joueurs, comme par exemple Angèle Vital, porteur de ballon. 77 verges qui a obtenu un touché. Puis les autres porteurs de ballon aussi, Gabriel Leblond, Joannick Massé, collectivement, ils ont pu vraiment accomplir beaucoup. Puis ils ont complètement, en tout cas en comparaison à Concordia, ils ont complètement dominé au niveau performance de ce côté-là. Donc je pense que c'est ça qui a fait la différence. Concordia, ils ont terminé avec 48 verges uniquement au sol. Et là-dessus, c'est 42 d'Olivier Roy. Exactement. Ça a fait mal le fait que Duante Morgan, qui était le joueur offensif de la semaine dernière, blessure mineure, l'a fait rater le match, devrait revenir la semaine prochaine, mais il reste que de ne pas avoir un jeu au sol constant. On voit comment ça fait mal dans le football canadien. Une équipe comme Concordia devient unidimensionnelle et plus facile à aller. Puis pour une équipe aussi talentueuse et bien coachée que le Rouge et Or, tu les battras pas avec ça. Si en plus leur attaque fonctionne à plein, comme c'est le cas en ce moment, tu me parlais de Mittal et Desjardins. On parle de deux gars qui sont en train de se diriger vers des records de l'histoire du football universitaire québécois. Mittal, il a 8 touchés cette saison. C'est quoi le record pour un nombre de touchés en une saison pour un receveur de passe? 12. Fait que lui, en 4 matchs, il fait 4 touchés égale le record de l'histoire.
C'est quand même impressionnant. Il y en a déjà, en une saison et demie dans le football universitaire, il y a 17 touchés. C'est quoi le record pour une carrière? 25. Il manque juste 8 touchés pour égaler le record, qui appartient, soit dit en passant, à Alexander Fox, l'entraîneur-chef des Triades de la Naudière aujourd'hui. Non, fait que, tu sais, puis Arnaud Desjardins, il complète plus que 75% de ses passes cette année. Tu sais, c'est spectaculaire, Mittal, ce qu'il fait pour moi. Il faut quand même commencer à se demander si c'est du talent NFL. Je ne sais pas si j'exagère, mais sincèrement, il est tellement dominant. Mais Arnaud Desjardins, 75% de tes passes que tu complètes. C'est pas parce qu'il n'essaye 12 par match, là. C'est le gars qui a lancé le deuxième plus haut total de passes depuis le début de la saison. C'est formidable. Il y a 12 passes de toucher contre 2 interceptions seulement. Le gars le plus proche en termes de passes de toucher lancées jusqu'à maintenant cette année, Sénécal avec 5. Lui, il en a 12. Fait que, c'est absurde. C'est quand même absurde. Puis Desjardins, encore une fois, très belle capacité à distribuer le ballon. Mittal, il a performé de son côté, mais il a su donner des opportunités à d'autres gars sur l'offensive. Je pense à Isaiah Gaillardette, je pense à des gars comme Alex Duff, des gars qui ont pu quand même attraper des ballons, puis tout au long de la saison, tu le vois que sa capacité à juste, un peu comme Sénécal, placer le ballon aux bons endroits. Mais je pense aussi qu'avec Kevin Mittal, le fait que tu l'aies comme atout dans ton offensive, tu as beaucoup d'opportunités pour avoir des jeux explosifs, puis aussi pour créer d'autres opportunités à d'autres joueurs sur ton équipe. Donc, sincèrement, je pense que le Rouge et Or, l'attaque, c'est vraiment un rouleau compresseur. C'est vraiment un groupe qui va sûrement continuer de dominer pour la deuxième moitié de la saison. Ah, absolument, absolument. Puis ça, c'est ce qui est intéressant. On est à la mi-saison. Puis c'est de regarder un petit peu ce qui se passe depuis, les tendances qui arrivent. On parlait tantôt, justement, quand j'ai fait la transition vers le match du Rouge et Or. On a 2 équipes en ce moment. On recommence à avoir une ligue à 2 équipes. On espérait plus de parité suite à l'année dernière. L'année dernière, c'était spécial parce que c'était une année de retour de COVID. Fait que on s'est peut-être faussement fait accroire certaines choses. Ou en tout cas, les vœux pieux, c'est peut-être pas tellement y croire comme des vœux pieux d'espérer plus de parité. On le voit à certains égards. Mais il reste que des fois, tu te rends compte que tu n'es à pas grand-chose. Puis les bonnes équipes, les détails sont bien faits, je vais le dire comme ça. Il y a moins d'erreurs. Il y a moins de petits éléments ici et là qui sont problématiques, où on les corrige très rapidement pendant un match, alors que les autres équipes, dès que quelque chose ouvre, on dirait que dès que la brèche ouvre, c'est le torrent qui rentre puis ça n'arrête plus. Concordia, on vient de le voir. McGill, quand ils ont perdu contre Concordia, qu'est-ce qui est arrivé en deuxième demi? Justement, une brèche qui a ouvert, ça a été fini. Concordia, quand ils ont en deuxième demi, se sont fait rattraper par Sherbrooke. Même chose. Concordia a des choses à travailler. McGill a des choses à travailler. Il y a beaucoup de talent dans ces équipes-là. Beaucoup, beaucoup de talent. Mais c'est des petits détails ici et là qui font qu'on dirait que les équipes ouvrent là, dans un match puis qu'il n'y a comme plus rien à faire, puis il y a une perte de contrôle. Je pense que c'est une accumulation de beaucoup d'erreurs. Oui. Puis comme tu dis, c'est des petites erreurs. Ça peut être juste, on en a parlé, un gars qui fait un pas trop large. Un gars qui a un problème de communication. Sur plusieurs phases du jeu, je pense que pour ces équipes-là, c'est des petits détails qui font que dans les gros moments, ben, ça s'accumule. Puis ça fait qu'on laisse des touchés. Ça fait qu'on manque des interceptions. Ça fait qu'on manque des plaqués, etc. Donc je pense que, de façon générale, pour ces équipes-là, je pense que ça va être une révision pour tout ce qui s'est passé pour la première moitié. Puis je pense que ça va être de passer à autre chose. Puis d'essayer de partir sur des bases positives, puis d'essayer de repartir sur qu'est-ce qu'on fait de bien. Pour McGill, je pense que qu'est-ce qu'ils ont bien montré tout au long de la première moitié, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités pour des jeux explosifs. Malgré le fait que durant ce match-là contre Concordia, je veux dire contre les Carabins, je pense que c'était pas le bon match-up, si je peux me permettre le terme, contre les Carabins, où c'est une équipe avec une ligne défensive exceptionnelle, fait que tu n'as pas beaucoup de temps pour te créer ce type d'opportunité-là. Mais de façon générale, je pense que McGill, c'est une équipe où tu vois qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de belles choses, notamment en attaque. Il reste à savoir si, mettons, par exemple, Darius Simmons, est-ce qu'il va être de retour pour le reste de la saison? Je pense qu'il faisait aussi partie de ce collectif-là en attaque. Donc, mais de façon générale, McGill, je crois qu'il y a des belles choses en attaque avec Régimbal, ils peuvent courir le ballon, ils peuvent vraiment garder le contrôle de match à certains moments. Donc,
il y a du positif. C'est juste que je pense qu'on en avait parlé. Je pense que c'est une équipe qui ont du mal à limiter les touchés puis à inscrire Comme tu dis, ils finissent pas. de façon constante. Mais ils finissent pas, mais la réalité de McGill, c'est. Puis en tout cas, moi, c'est ce que j'observe. Puis oui, c'est du Monday morning quarterbacking là, que je fais. Puis c'est correct, là, on joue au gérant d'estrade. C'est facile de le dire après, mais tu sais, je regarde un gars comme Elijah Williams, porteur de ballon, qui porte le ballon 5 fois dans le match contre les Carabins. Pourquoi 5 fois? Pourquoi Elijah Williams, il n'a pas le ballon beaucoup plus souvent? Tu sais, comme je te dis, c'est pas moi, je le sais pas, je suis pas dans leur livre de jeu, puis peut-être que si j'étais l'entraîneur, je dirais à Éloi de lancer le ballon plus souvent, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer d'autres choses? Pourquoi il y a très peu de petits jeux aériens en attaque? Pourquoi est-ce qu'on s'est dit, ben Éloi La Tendresse, c'est ça qu'il a fait à sa dernière année collégiale, fait qu'on va y faire un livre de jeu pour que lui, il soit à l'aise là-dedans, puis c'est correct aussi. Mais à un moment donné, tu ne peux pas gagner des matchs constamment en complétant à peine 50 de tes passes, en te faisant saquer en quantité industrielle, en étant victime d'interceptions. Tu sais, il faut que tes gars qui ont les jambes pour le faire, comme Elijah Williams, comme Jérémy Langevin, donne-leur le ballon, puis prends des chances avec eux, puis tu sais, fais avancer les choses. Ils ont parlé aussi de Brendan Ciccarello, on a parlé de ce gars-là. Ron Hillard lui-même en a parlé quand tu l'as eu en entrevue au début de la saison. Le gars, le plus vite de l'équipe avec Ben Labrosse, il retourne des bottées. C'est correct. Peut-être qu'il y a des raisons pourquoi il n'est pas le porteur de ballon. Là. Je ne sais pas comment il est. Là. Peut-être qu'il ne connaît pas ses jeux. J'ai aucune idée. Peut-être qu'il a de la misère à lire les espaces quand il est en entraînement. Je ne le sais pas. Mais à un moment donné, je ne sais pas. Là, je trouverais une manière de faire rentrer ces joueurs-là puis de leur faire jouer des jeux où est-ce qu'ils peuvent utiliser leurs jambes. Ouais, je pense que qu'est-ce que tu veux dire, c'est que je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'ils ont besoin de plus de diversité. Puis je pense que. Mais oui. Je suis d'accord avec ça. Je crois qu'ils ont besoin de trouver d'autres manières de gagner que de tout mettre sur Rigimbal puis sur en tout cas, le potentiel offensif qu'ils ont. Je pense que ça va être de. En fait, moi, à mon avis, là, ce que j'ai le plus aimé de McGill, honnêtement, c'est défensivement. Je trouve que défensivement, ils font des belles affaires. Je trouve qu'ils ont quand même été capables à certains moments de limiter, de contenir des équipes, notamment, je pense, au match contre Sherbrooke, où je trouve qu'ils ont très bien fait. Je pense que collectivement, il y a de quoi à ce que l'équipe puisse progresser puis puisse gagner un match pour la deuxième moitié de la saison. Là, ça va être, mais comme tu l'as dit, est-ce qu'on peut trouver d'autres manières de remporter des matchs? Exact. Puis, regarde, je vais finir là-dessus pour McGill parce qu'on pourrait en parler longtemps, évidemment, mais le retour des frères Papanicolaou, on me dit que ça s'en vient. Fait que ça pourrait peut-être resserrer les choses au centre de la défensive, ces deux secondaires qui sont des monstres là, pour contrer le jeu au sol. Ça frappe très fort, ces deux gars-là. Et Ben Labrosse, qui est isolé comme demi de coin, je pense que ça facilite la vie des coordonnateurs offensifs adverses dans le sens que, lance pas de ce côté-là, ça te reste le 3/4 du terrain pour lancer de l'autre bord. Ben Labrosse, dans le match contre les Carabins, aucun plaqué. Pourquoi? Pas parce qu'il a rabattu 6 passes, mais parce qu'il n'y a eu aucun jeu de son côté. Et à un moment donné, je pense qu'il faut que tu trouves le moyen d'impliquer un joueur comme ça. Il a été maraudeur d'un safety au collégial. Peut-être qu'il pourrait revenir là. C'est un joueur excessivement rapide et très talentueux. Bref, c'est à voir. Concordia, tu sais, je regarde Concordia, on en parlait ensemble. Concordia, c'est une équipe qu'on voyait arriver comme ils vont stabiliser, ils vont être vraiment l'équipe numéro 3, ils peuvent ébranler les colonnes du temple. Concordia n'arrive pas cette année à exécuter avec régularité. Fiche de 1 et 3. Un bon premier match au début de l'année. Une bonne première demi contre le Vert et Or. Après ça, ils l'ont échappé et se sont fait remonter après qu'ils menaient 19-0. Puis finalement, une bonne deuxième demi contre McGill qui leur permet de gagner le match. Puis ils se font démolir contre le Rouge et Or. Il y a un petit quelque chose là. Ben pour moi, pour Concordia, je pense qu'est-ce qui fait la différence, c'est qu'ils ont du mal à établir leur jeu au sol, puis ils ont du mal à stopper le jeu au sol adverse. Sherbrooke, ils ont couru sur eux. Le Rougeur a couru sur eux. Les Carabins ont couru sur eux. McGill a couru sur eux. Ils ont vraiment du mal à trouver cette constance-là pour stopper les jeux de course. Donc, c'est quelque chose qui va être à travailler. C'est quelque chose qui, je pense, limite les opportunités qu'ils peuvent créer dans le jeu aérien.
Et je pense aussi que c'est quelque chose qui met beaucoup de pression à leur demi-défensif, puis les secondaires, etc. Donc, ça va être quelque chose à travailler pour les deux côtés du ballon. Est-ce qu'on peut stopper et est-ce qu'on peut établir le jeu au sol? Très, très, très bon point. Et Concordia accorde 169 verges par match au sol depuis le début de l'année. L'équipe la moins bonne, juste avant eux, c'est McGill avec 127. Tu parles de 42 verges de différence avec l'avant-dernier. Là. Je ne te parle même pas de Montréal puis Laval qui accorde 88 90 verges au sol par match. Là. 169. Fait que oui, ça fait très mal. Donc, à un moment donné, il y a un travail qui est à faire là. Puis, si tu accordes autant de verges au sol, ben, ça veut dire que tu laisses l'autre équipe être sur le terrain plus longtemps. Tu fatigues ta défensive. Donc, à un moment donné, ton rythme, tu ne le prends pas. Non, puis il faut retrouver un peu du vieux Olivier Roy de l'année passée, c'est-à-dire vraiment une exécution constante. Fait que, je ne sais pas si c'est parce que Concordia a surperformé l'an passé ou s'il sous-performe cette année. Ou, des fois, c'est des détails, mais il reste qu'en ce moment, on a hâte de retrouver le Concordia de l'an passé là, qui était incisif en attaque, qui te faisait payer, puis qui t'obligeait à exceller en attaque parce que tu savais que tu allais donner beaucoup de points. Donc, il y a ça. Sinon, Sherbrooke, cette année, évidemment, c'est une surprise pour beaucoup de monde de les voir à 2-2, puis pas une surprise pour rien. Ils n'ont plus leur carrière. Ils n'ont pas leur meilleur receveur de l'année passée. Et malgré tout, fiche de 2-2, puis trouvent le moyen d'être dans le match, même contre Montréal, qui ont perdu 24-20. Ouais, puis je pense, on en avait parlé, c'est vraiment le fait qu'ils jouent du football complémentaire. Ils jouent avec leur force, ils maximisent ce qu'ils peuvent faire en attaque dans les circonstances. Et ils courent le ballon, ils font des jeux avec des passes courtes, puis ils savent saisir les opportunités quand il y a des jeux explosifs qui sont possibles. Et défensivement, ils sont excellents. C'est vraiment un groupe excellent. Et avec leur travail exceptionnel dans les unités spéciales, ils ont vraiment ils peuvent vraiment collectivement bien jouer, puis garder cette constance, garder le même rythme, puis toujours rester dans les matchs. Donc, pour moi, c'est ça qui explique les résultats qu'ils ont cette année. Ah, aucun doute. Puis tu parlais de leur défense, mais je vais souligner leur ligne défensive. J'en parle à chaque fois, puis je vais continuer d'en parler. Le fait d'avoir Véro, Côté, Hamelin, qui sont ensemble match après match, ce qui n'arrivait pas dans les dernières années. Là, tu commences à avoir une ligne qui, sérieusement, comme ligne défensive, rien à envier aux autres en termes de, je prends ces trois joueurs-là, regarde, jusqu'à maintenant, la preuve est à faire. Démontrez-moi que le vert est or, pas juste sur papier, essayer de me montrer que dans le passé, qu'en ce moment, j'ai un match à jouer, je prends la ligne défensive du vert et or contre n'importe qui en ce moment, puis sérieusement, je suis loin d'être gêné. C'est vraiment une très puissante ligne défensive. Ça fait une sérieuse différence. On parlait de ces trois équipes-là. Évidemment, il faut parler de Montréal puis Laval. Montréal, on l'a dit tantôt en parlant du match, il y a des inconstances à cause de la jeunesse offensive. La ligne défensive, la défensive en général de Montréal les tient dans le match puis s'assure que l'autre équipe a très peu de chances de gagner, mais je pense que c'est la clé, c'est de voir comment ils vont continuer de gravir les échelons pour continuer à monter, de s'améliorer en attaque. Oui, définitivement. Puis je pense aussi que du côté de leur ligne offensive, c'est un groupe jeune. On se rappelle qu'il y avait le remplacement d'Alexandre Levesque qui part à la Alassane Diouf. Oui. Je pense que collectivement, ils sont encore en train de trouver des manières de bien jouer ensemble, de se connaître, de bien comprendre les tendances, de bien comprendre ce que les coachs leur demandent à chaque semaine. Et une ligne offensive, c'est un groupe, ça prend du temps quand même. Il faut quand même qu'il y ait une chimie qui se développe. Il faut que les gars s'habituent aussi à jouer à ce niveau-là pour les plus jeunes. Donc, mais je pense que le groupe d'entraîneurs des Carabins, en tout cas particulièrement dans le cas de la ligne offensive avec Mathieu Pronovo, sont extrêmement bien entraînés. Je pense qu'ils vont être capables de bien encadrer, en tout cas collectivement, leur attaque afin de s'améliorer et passer à un prochain niveau pour la deuxième moitié de la saison. Oui, parce qu'on va vouloir améliorer le jeu au sol. Là, ils sont avant-derniers actuellement de la Ligue, les Carabins pour le jeu au sol, 96 verges par match. En comparaison, tu as McGill à 150 et Laval à 135. Je pense qu'on va vouloir essayer de ramener l'écart. On veut que Bertrand Beaulieu redevienne un facteur dans les matchs. Donc ça va être un élément à surveiller d'ici la fin du calendrier. Et Laval, je finis avec Laval, même si ce n'est pas Laval qui est premier au classement, c'est Montréal. Pour moi, aujourd'hui, au moment où on enregistre, Laval est l'équipe la plus complète
dangereuse et impressionnante au RSEQ actuellement parce qu'ils n'ont pas de faille majeure. Ils ont des bons joueurs à toutes les positions. Puis Kevin Mittal et Arnaud Desjardins, on en a en masse parlé, puis on pourrait en parler pendant longtemps, mais c'est une équipe vraiment complète. Avec quand Alec Poirier est revenu au jeu, la défensive, on dirait qu'elle a repris son statut plus solide. Donc, non, je regarde Laval, j'ai très hâte au match Laval-Montréal le 16 octobre prochain parce que si Montréal ne règle pas ses petits problèmes ici et là en attaque, s'il ne retrouve pas peut-être les quelques joueurs blessés, là, si on ne retrouve pas certains de ces joueurs-là, puis comme tu dis, tu parles de la ligne offensive, ce qui est majeur, Laval pourrait avoir peut-être un petit avantage. Ouais, mais je pense tout de même que, moi je garde toujours Montréal, je pense que Montréal, le fait qu'ils sont capables de rester aussi constants, je pense que c'est ça qui va leur permettre, en tout cas dans un affrontement éventuel contre Laval, je pense que c'est ça qui va leur permettre en tout cas de remporter un match comme ça. Je pense qu'ils sont très constants, puis que dans les gros moments, ils ont montré beaucoup de cœur. Genre collectivement, c'est une équipe qu'ils n'abandonnent pas, puis c'est un peu cliché à dire, mais j'ai trouvé que leur façon de gérer les fins de match, en tout cas contre Sherbrooke, contre Laval, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Puis je pense qu'en série éliminatoire, ou éventuellement dans un affrontement dans la Dunsmore, c'est ça qui va être le plus important. C'est comment on s'ajuste dans les gros moments, comment on s'ajuste dans les fins de match. Donc, très intéressant. Ça reste toujours les Caramels parce que de façon générale, pour moi, c'est l'équipe la plus clutch, entre guillemets, de toute la saison. C'est l'équipe qui a su montrer que, OK, ben, peu importe l'adversité, ben, on est toujours capable d'être l'équipe qui va monter au-dessus puis être l'équipe la plus dominante dans ces moments. Très bon point. C'est vrai qu'à un moment donné, à la fin, c'est savoir gagner. Puis jusqu'à maintenant, ils l'ont démontré, tu as raison. On va finir notre segment sur le sport, je dis sport, mais c'est le football universitaire. Comme on est à mi-saison, est-ce qu'il y a des moments où il y a des performances, il y a des choses en particulier qui ont retenu ton attention première moitié de saison? Oui, définitivement. Déjà, ben, côté du Rouge et Or, ben, une des performances qui m'a le plus marqué, c'était le demi-défensif Maxime Lavallée. Le match contre les Carabins. Oui. Le nombre d'arrêts qu'il avait fait, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Mais aussi Kevin Mittal, de façon générale. Moi, c'est un peu la première année où genre, je suis vraiment activement le football universitaire québécois. Et vraiment, voir un joueur aussi explosif à la position de receveur, une position que j'adore regarder. Puis la chimie qu'il a avec son carrière Arnaud Desjardins, c'est vraiment quelque chose de spécial à voir. Et c'est vraiment quelque chose de plaisant à voir aussi. Donc, pour moi, de ce côté-là aussi, c'est mes joueurs qui m'ont le plus marqué. Sinon, McGill, bien évidemment, Éloi La Tendresse Regimbal, je pense son premier match, le premier match qu'il avait joué contre, si je me souviens, le Rougeur de Laval, c'était une performance exceptionnelle. C'était plus de 300 verges par la passe, des courses, un toucher explosif. Tu voyais vraiment que pourquoi ça avait été l'un des joueurs les plus recrutés qu'on ait eu ici au Québec. Donc pour moi, pour McGill, c'était quelque chose de spécial à savoir. Sinon, Concordia, je pense que Dwayne Morgan, c'était une révélation. Ouais. Je pense que c'est un joueur sur lequel ils vont devoir beaucoup s'appuyer pour la deuxième moitié de saison dès qu'il y aura les opportunités. Je pense que ça va être la clé pour moi afin qu'il puisse s'améliorer dans le classement. Est-ce qu'on peut établir un jeu au sol constant avec lui puis permettre ensuite d'avoir un rythme offensif, particulièrement dans le jeu aérien. Donc, ça a quelque chose à suivre. Puis sinon, pour les Carabins, Jonathan Sénécal, comme d'habitude, il est exceptionnel à voir, à suivre. Mais je pense que la ligne défensive des Carabins est quelque chose c'est vraiment spécial. C'est un groupe spécial. Puis c'est un groupe qui continue de s'affirmer à chaque semaine. Donc, vraiment, pour moi, en tout cas, de façon générale, c'est mes coups de cœur pour cette première moitié de saison. Bien, excellent. Écoute, ce sera un plaisir de continuer la prochaine moitié de saison, de continuer de suivre ça, en espérant avoir une surprise ici et là qu'on espère. Ben, je dis en espérant ce qu'on espère. Je suis un peu redondant, mais bon. On va souhaiter avoir une surprise ici et là, juste question d'avoir de quoi se jaser en plus. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous, mon cher Jason. Ça fait plaisir. Pour jaser de foot universitaire, puis on continue le reste de la saison. Ça fait plaisir, Phil. Merci beaucoup. Salut. Salut.
Chris Bemba, comment vas-tu? Très bien, toi? Yeah! Football collégial, mon cher. Football collégial encore chaque semaine. Beaucoup de stock qui vient à nous parce qu'effectivement, il y a beaucoup de matchs. Fait que, ben, regarde, on va y aller match après match. On va faire le tour. On va regarder ce qu'il y en a. On va commencer en Division 1. Division 1, je suis obligé de commencer avec ce match-là. Limoilou contre Vanier. On attendait de voir si Vanier allait être capable de donner un peu de challenge à Limoilou et ça finit 41-0. Le message, I guess, était clair. Écoute, on avait des attentes par rapport à Vanier. Perdre comme ça 41-0, c'est sûr, ça fait mal en plus. C'est un rematch là, du Bol d'Or l'année dernière. Tu sais, on s'entendait un petit hype et tout, mais je pense que les Moellons ont envoyé un message clair que comme quoi ils ne sont pas là pour niaiser cette année. Ça reste que pour moi, Vanier, cette année, c'était pas le top 3 team de la Ligue, mais ça reste que c'est quand même une équipe qui est capable de compétitionner. Sur les Moellons, pour moi, envoie un message dans la Ligue. Mais ça reste à voir encore. La saison est encore jeune. De toute façon, dans 2 semaines, on va pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer, là, Limoilou contre le Vieux-Montréal. Mais pour le moment, je pense que Limoilou mérite sa première place, là, sans aucun doute. Là. Oh, aucun doute, parce que même pas, les matchs ne sont même pas serrés. Écoute, ils ont accordé quoi, 20 points depuis le début de l'année. 20 points. À un moment donné, c'est une défensive. Vanier, on a beau dire que ce n'est pas la même équipe que l'an passé, puis je suis bien d'accord, mais ils ont marqué 51 points contre Grasset. Et là, Sorville d'abord marque 0 points contre Limoilou. Limoilou a juste complètement bloqué tout. Ils ont accordé quoi? 36, 42, 48 verges au sol à Vanier. Ils ont donné à peine plus que 100 verges dans les airs. Justin Cloutier, encore une fois, 7 plaqués. Mais William Maddox-Derry, le joueur de ligne défensive, 4 sacs dans le match. Fait que, systématiquement, là, Limoilou a le ballon, Limoilou court avec le ballon, Limoilou trouve le moyen de passer le ballon. Jérémy Ouellet, 17 en 24, c'est juste 194 verges, mais il a fait sa job, lance 3 passes de toucher. À un moment donné, j'ai regardé ce match-là, c'est comme tu veux une leçon de comment dominer un match de football, c'était ça. Regarde, en tout cas, je voulais commencer par ce match-là à cause du statement, de l'affirmation, si on veut, que Limoilou fait en battant Vanier si sévèrement 41-0. Tu l'as dit par contre, Vieux-Montréal, puis il y a Champlain-Lennoxville aussi que Limoilou n'a pas affronté encore. Ouais. Avant de dire qu'ils sont tout seuls dans leur monde, je vais me garder une gêne, mais pour l'instant, là, la domination est plus qu'évidente. Ça va être j'ai hâte de voir ça. En plus, il termine la saison, comme tu as dit, il y a Vieux-Montréal, après par la suite, Lennoxville. Ça va être back-to-back games, ça va être intéressant de voir ça, mais ça reste que ça va être des bonnes games, puis je pense que ça va être juste pour se... Je pense que ces équipes-là vont faire les playoffs, mais ce sera plus pour se disputer, là, voir qui va terminer premier, deuxième, troisième, etc. et tout. Ça va être intéressant pour ce fin de saison-là. Exact. Tu parles de Vieux-Montréal. Vieux-Montréal, 28-24 contre Notre-Dame. Tu étais sur place. Raconte-nous un peu, là, Vieux-Montréal, je sais qu'ils ont énormément de blessés, notamment en défensive. Donc, c'est dur d'établir le rythme comme ils sont habitués de la faire, c'est-à-dire en faisant des gros jeux, en sortant rapidement l'attaque adverse du match. Mais garde, 28-24, raconte un peu. Mais je pense que le Vieux-Montréal ont essayé de le faire ça dès le début. Le Vieux-Montréal peut être intimidant par moment, là, en début de match, leur entrée et tout, etc. Et tout. Puis le CNDF, qu'est-ce que j'ai aimé d'eux? Ont été zéro intimidés puis ont joué au football. C'est sûr que le Vieux-Montréal ont commencé en force leur match, là, défensivement, surtout défensivement avec un revirement. Mais chapeau à CNDF, c'est la première fois que je les voyais jouer en personne et tout. Chapeau, une équipe avec du caractère. Malgré leurs nombreux blessés aussi de leur côté à eux, ils ont pu challenger le Vieux-Montréal et les mettre dans une situation un peu inconfortable. Vieux-Montréal qui tirait de l'arrière là, dès la première demi. Mais en second half, là, il y a eu des ajustements qui sont faits. La défensive là, du Vieux-Montréal qui a shut down l'offense là, littéralement de CNDF. Par contre, en fin de match, quand CNDF tirait de l'arrière, il y a eu un petit 2-minute drill, puis je pense que CNDF l'ont très bien fait. Ils ont inscrit des points au tableau, qui ont repris les devants en fin de match. Il restait 2 minutes, ce qui a fait que le stade là, au Vieux-Montréal, là, c'était silence. Là. Il restait 2 minutes, Vieux-Montréal qui était down, mais Vieux-Montréal qui n'ont pas eu peur. 2-minute drill, ils ont roulé le terrain.
C'est un quatrième essai et 8 ou et 10, je ne me rappelle plus très bien. Lancer la balle à la recrue numéro 19, là, Eli, qui avait eu deux échappées là, durant le match, deux échappées très importantes, mais le coach, après avoir demandé un timeout, leur fait confiance, leur donner le ballon à Eli, puis qui a brisé un plaqué pour aller chercher le premier essai, qui a par la suite permis au Vieux-Montréal d'inscrire un touché pour la victoire. Cette game-là, pour de vrai, chapeau à CNDF. Ils nous ont montré qu'on veut du caractère comme équipe. Beaucoup de respect pour ce programme-là. Vieux-Montréal nous ont montré que Next Man Up, dans le fond, qu'on a de la profondeur, même si c'est pas des partants et tout, des recrues ou des jeunes avec moins d'expérience, ils sont capables d'embarquer sur le terrain et d'avoir un impact là, contre peu importe l'équipe. Ça va juste être intéressant du côté de Vieux-Montréal, voir au niveau des blessés. Si possible, là, ce serait intéressant, mais je dis si possible. À la fin de la journée, si le joueur est blessé, mais contre Limoilou, si le Vieux-Montréal peut être à 100%, ce serait nice et tout. Mais ils sont capables de jouer là avec leur deuxième, troisième partant dans le depth chart. Chapeau des équipes, très bon match. Puis Mathieu Dumoulin contre Ray, si on peut dire ça comme ça, même si c'était CNDF contre Vieux-Montréal, je pense que ça nous a donné. J'ai pu manger tout mon popcorn. Là, c'était une très bonne game. Là. Très bonne game là, des deux côtés. Ah, absolument, tu es tombé sur la bonne. Puis, tu sais, il faut quand même mentionner, malgré tout, que CNDF, c'était leur troisième carrière qui jouait. Là. C'était Alexis Delisle, troisième carrière. Il manquait les porteurs de ballon, Fulham, Camden. Tu sais, en défensive, Charles Huot, Nathan Emmanuel, Jean-Paul. Tu sais, CNDF aussi était magané. Puis, comme tu dis, malgré tout, ils sont arrivés avec un bon plan. Ils ont exécuté. Tu sais, je pense que c'est ça qui arrive aussi des fois quand c'est les deuxièmes strings qui arrivent, qui rentrent sur le terrain. C'est des gars qui veulent tellement profiter de leur opportunité. Tu es concentré à ton maximum, jeu après jeu. Il y a ceux qui ont peur de faire des erreurs, mais il y a ceux qui sont focus, qui disent « OK, je m'en viens ici, puis je m'en viens gagner ma place, je m'en vais faire quelque chose. » Tu parlais d'Élie Rivet tantôt. Oui, il a peut-être échappé des ballons, mais on sait qu'il est très talentueux et tout. Abdallah Traoré n'est pas là. Ça prend des joueurs de ce niveau de talent-là pour prendre la place. Puis regarde, ils ont cru en lui, puis c'est correct, tu sais. J'aime ça aussi, voir ça. Puis c'est là que tu vois effectivement que tu as des bons programmes parce que des joueurs qui arrivent et qui remplacent. Donc, bravo. Puis tu le dis, on veut avoir un affrontement entre les meilleurs quand tous les joueurs sont sur le terrain. Fait qu'on va espérer que Vieux-Montréal récupère la plupart de ses blessés quand ils vont affronter Limoilou. Parce qu'avec Zachary Lévesque là, dans l'alignement là, au niveau de la défense, là, ça change, là, ça change beaucoup la donne et tout. Oui. Limoilou, si Zach est good to go, watch out! Absolument. Puis tu sais, tu as Zachary Malkou qui fait super bien pendant que Lévesque n'est pas là. Mais quand les deux sont ensemble, là, tu as des options. Là, ça change les choses. Tu sais, courir contre eux, ça devient pas mal plus difficile. Tu es ailleurs. Tu sais. Fait que, non, ça va être à suivre. Écoute, il y avait évidemment 3 autres matchs. Grasset contre Lévis. Là, Lévis, là, ça, c'est un cas, tu sais, je parlais de troisième carrière là, avec CNDF. Lévis est ailleurs. Il y a 3 carrières qui ne sont même pas là. Et là, depuis le deuxième match de la saison, c'est Victor Chaloub qui joue comme carrière. Puis absolument rien contre le kid. Là. Il faut qu'il prenne le ballon, ça prend quelqu'un. Mais le gars, c'est un porteur de ballon à la base. C'est pas un carrière. De toute façon, tu ne peux pas demander à une équipe de se recruter 5, 6, 7 corps arrière. Non, regarde, tu trouves quelqu'un. C'est Victor Chaloub qui a le ballon. Puis je répète, là, rien contre lui. Mais dans les 2 derniers matchs, là, c'est 3-16. 3-10 le dernier match d'avant et 0-6 là, contre Grasset. Fait qu'on a porté le ballon. Mais Charles Bourgault, pour Lévis, a fait un sacré job. 22 courses, 268 verges. Fait que, pourtant, tu sais, Grasset savait ce qui allait se passer. Là. Yeah. Puis le gars court quand même pour 268 verges. Tu sais, faut lever notre chapeau. Là. Malgré la défaite de Lévis 27-18, il faut quand même, comme je dis, saluer la performance d'un gars comme on salue Lévis et tout. C'est sûr, c'est une situation qui n'est pas assez facile, surtout avec Yussi Pierre là, en tant que recrue là, comme head coach avec l'équipe et tout. C'est une situation pas quand même assez difficile, mais je pense qu'ils s'en sortent assez bien. Puis à la fin de la journée, comme tu as dit, on a quand même pu inscrire 18 points. C'est sûr que les 2 dernières games ont été difficiles au niveau de l'attaque. On a vu qu'on ne veut pas de carrière, mais écoute, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, sur le chapeau à eux, mais c'est sûr que la saison, c'est pas la saison qu'on aurait pensé avoir, là, surtout avec les blessés, mais c'est des choses qu'on contrôle pas. It is what it is, comme on dit. Là. Mais chapeau quand même à Lévis, Charlotte à toi aussi. Là. Puis je veux quand même mentionner le travail au niveau de Grasset, là, Esteban Bedoya, oui, 17 en 35, mais 272 verges, 3 passes de toucher.
Puis Simon Larose, le receveur de passe, match après match après match, ramasse ses verges. Là, encore une fois, 5 attrapés, 146 verges, un touché. Et puis, je veux quand même en même temps saluer Maxence Frenière qui est avec les Diablos de la Prairie, qui jouait pour Jean de Lamennais au flag football, notamment. Un bon joueur qui est une recrue là, qui a connu son meilleur match, 5-4, 64 verges. Fait que, une autre victoire de Grasset dans tout ça. Ça donne une autre victoire à Grasset qui sont 3 victoires, 2 défaites. Regarde, ils sont dans le mix toujours. Je ne suis pas sûr que c'est une équipe de tête, mais regarde, ils jouent puis ils font leur travail match après match. Garneau, victoire de 40-13 contre Saint-Jean. En regardant le match, oui, c'était un match serré. À la mi-temps, c'était serré, mais Garneau a juste défensivement complètement dominé le match à partir de la deuxième demi. Regarde, c'est des choses qui arrivent, fait que ça finit 40-13. Saint-Jean trouve la moyenne de marquer des points quand même cette année. Ils ont une moyenne de plus que 20 points par match. Là, c'est juste 13, là, mais ils ont une moyenne de plus que 20 points par match, mais toujours pas de victoire. Parce qu'on accorde tellement de points à l'adversaire. Défensivement, il y a peut-être des choses à modifier, mais c'est sûr que cette année, let's be real, Saint-Jean puis c'est Lionel Groult, ils sont en bas du classement et tout. Mais à la fin de la journée, you gotta keep playing football. Puis, tu sais, c'est sûr c'est tough perdre, mais si tu es capable de, comme on a dit, s'ils sont capables de mettre 20 points, je pense que les joueurs, même si tu perds, tu sais que tu es capable d'inscrire des points, ça rend quand même la game assez le fun que de perdre toujours 40-0. So, je pense que de ce côté-là, it is what it is. Les équipes sont plus fortes, les équipes sont moins fortes. Ça dépend des années. Puis cette année, I guess que Saint-Jean font partie des équipes moins fortes. Mais I guess ils se présentent à chaque game puis ils donnent un match. Là. Chapeau à eux quand même. Oui, puis ils ont quand même Olivier Théroux comme carrière recrue qui est là. Un gars qui va prendre de l'expérience. Une ligne, encore des lignes très costaudes. Là, fait que des fois, c'est juste le temps que la sauce prenne. Puis ils vont peut-être revenir au niveau qui était l'an passé. Ensuite, Lionel Groult qui est allé à Champlain-Lennoxville. Ça finit 58-7. Un autre match qui. C'est du typique Champlain-Lennoxville, là, qui, après une demi. Tu as l'impression que le match va être serré. C'était 16-7 après une demi. Tu te dis, bon, OK, c'est pas si mal. Lionel Groult faisait une bonne job défensivement quand même. Moi, j'aime un gars comme Loïc Brodeur là, avec Lionel Groult. Jacques Marié a fait des plaqués par-dessus plaqués par-dessus plaqués, mais Loïc Brodeur, c'est un gars qui est dans le champ arrière constamment. Je pense qu'il est rendu à 6 sacs cette année. Il joue bien, mais là, tu arrivé en deuxième demi. La débandade, mais ça, c'est du Champlain-Lennoxville typique, c'est-à-dire qu'ils t'épuisent et t'écrasent à un moment donné, ils se mettent à courir. Les gars sont tellement gros sur les lignes, puis à la fin de la journée, qu'est-ce qui est arrivé? Ça finit. Tu te retrouves que tu as perdu 58-7, puis oups. C'est ça, Champlain, depuis le début de l'année. Mais juste pour terminer, pour Lionel Groult, là, comme je parlais de Saint-Jean qui sont en bas du classement, mais là, je regarde leur cédule là, pour terminer la saison. C'est sûr qu'ils jouent contre Garneau ce samedi. Une game qui va être je pense qu'il va être quand même assez difficile pour Lionel Groult parce que Garneau a quand même une bonne défensive, mais je pense qu'ils peuvent aller chercher une game là-dessus. Sinon, par la suite, ils ont Saint-Jean, ils ont Lévis. Je pense que c'est des games qu'ils vont pouvoir aller chercher. Puis, des deux bords, ça va être des équipes, je pense, quand même du même niveau. Ça va permettre aussi aux joueurs de pouvoir jouer leur game de football. Puis les coachs mettent un bon plan de match. Je pense que ces games-là, en fin de saison, ça va être intéressant là, pour ces équipes-là. Ça reste à voir qui va faire quoi. Là. Parfaitement d'accord, parfaitement d'accord. Comme tu dis, ils viennent de jouer là, un en arrière de l'autre, tous les gros programmes en arrière de l'autre. Fait qu'à un moment donné, ça peut être dur sur le moral, mais bon, ça va être de voir comment ils vont se relever après en affrontant des équipes qui sont plus de bas de classement, donc peut-être à leur portée, ou du moins qui va leur permettre de profiter de ce qui se passe sur le terrain, puis jouer un peu, au moins, là, plutôt que d'avoir l'impression de se faire détruire. Fait que c'était ça pour la D1. La D1, probablement, le match à suivre cette semaine, ça va être on a Champlain-Lennoxville contre Vanier, mais bon, avec ce que Vanier vient de subir contre Limoilou, je ne sais pas ce que ça va donner. Sinon... Moi, je pense que c'est Notre-Dame contre Grasset. Parce que, Notre-Dame, comme j'ai dit, ils ont du chien. Ils ont du chien, puis André Grasset sont sur une lancée, là... ça gagne depuis les derniers matchs. Ça va être intéressant de voir les deux classements. Au niveau du classement, Notre-Dame sont 2-3. Tu sais, 2-3, aller chercher une... 2-3, Grasset 3-2. Ouais, t'as pas tort. Il y a assurément un match à aller voir là. Puis Notre-Dame met des points sur le tableau.
Notre-Dame ont 120 points cette année, 124 accordés, Grasset 134 marqués, 139 accordés. Fait que, il y a quand même quelque chose qui se ressemble là-dedans. Là. Fait que tu as probablement effectivement un duel intéressant à aller voir là. Je suis assez d'accord. Yep. Division 2, écoute, on a eu un match qu'on avait très hâte de voir et comme la Division 2 aime tellement nous en donner, c'est-à-dire que l'équipe qui était en haut au classement a perdu contre l'équipe qui était plus basse au classement, c'est-à-dire Sherbrooke-Valleyfield. Sherbrooke avait une saison parfaite. Valleyfield se relevait d'une défaite contre Montmorency. Ils perdaient, on se rappelle, la semaine dernière, ils perdaient 28-0 après une demi. Mais ils ont perdu 35-24. Tu vois que mentalement, OK, il a peut-être perdu, mais il savait qu'il était sur la bonne voie. Ouais. Et boum, victoire de 22-16 contre Sherbrooke. Sherbrooke, 22-16, ouais, exactement. Mais tu sais, c'est ça, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu sais, des fois, dans des matchs, des fois, exemple, comme on a dit, ils perdaient 28-0 à la mi-temps, puis ont bien terminé la game, puis ils ont utilisé ce momentum-là justement pour la game suivante et tout. Puis tu sais, c'est important dans des situations comme ça, tu sais, oui, c'est next game, mais tu dois quand même utiliser le momentum de la dernière game, peu importe victoire ou défaite, pour justement te motiver là, pour la next game, surtout une grosse game comme ça contre Sherbrooke. Division 2, je suis vraiment content parce que même Montmorency, on sait que c'est le top team de Division 2, mais on dit que toutes les équipes peuvent se battre dans cette division-là. Ça va être intéressant comment la saison va se terminer. Surtout, on a regardé là, tout à l'heure les dernières games de saison, c'est Montmorency contre Sherbrooke, Valleyfield contre Saint-Hyacinthe et tout. Ça va être une bonne fin de saison. Mais sinon, pour revenir en Division 2 et tout, moi, je suis très, 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 très satisfait de ce qui se passe en Division 2. Là, à chaque semaine, tu as quelque chose de nouveau qui se passe. Tu ne sais pas qui va gagner. Puis chaque équipe donne leur 100%. Pour de la Division 2, cette année, c'est wow. J'aime absolument. bien. Puis, l'année passée, c'était semblable. Là. Les équipes se battaient, mais c'était une saison particulière l'année passée parce qu'on revenait de la COVID et on n'affrontait pas tout le monde. Mais là, de voir ces équipes-là jouer une contre elles. Puis, Sherbrooke-Valleyfield, les deux équipes ont couru pour en haut de 200 verges. Même, fait que défensivement, on a réussi à empêcher l'attaque aérienne, 111 verges d'un côté, 125 de l'autre. Mais ça court. Puis non, je trouve que c'est du jeu intelligent, mais le fun à regarder, même si c'est de la course, dans ce cas-ci. Souvent, le playbook est assez ouvert en Division 2. Je les trouve plus systématiques en Division 1 souvent. En Division 2, on a la chance d'avoir du jeu plus ouvert. Je comprends que dans ce match-là, ce n'était pas nécessairement le cas, mais un 22-16 donc pour Valleyfield qui regarde, se place à 3-1 au classement, tout comme Sherbrooke. Momo est 4-0. Puis John Abbott qui est encore 2-1. John Abbott qui a battu Édouard Montpetit 27-14. Édouard Montpetit qui a perdu son corps arrière pour la saison. Fait que, ça fait très mal. C'était dans le dernier match là, que c'est arrivé contre Sherbrooke à la fin du match. Donc, contre John Abbott, là, a dû travailler avec Olivier Perriard qui a bien fait, là, 13-19, 150 verges, 2 passes de toucher. Mais ça reste qu'à chaque fois, c'est à recommencer avec des nouveaux joueurs, des nouvelles personnes. Ouais. William Chamberlain, 2 matchs de suite, qui est pas mal le leader de son équipe en attaque, mais encore une fois, bon, il a été limité à 43 verges au niveau de la course, mais c'est à lui qu'on fait confiance. 12 fois, il a eu le ballon. Puis John Abbott, de leur côté, si tu veux te lancer contre eux, ils vont marquer des points de toute façon. John Abbott, c'est une équipe comme ça. Fait qu'ils marquent 27 points là. Ils font leur travail, puis garde, c'est une équipe que, regarde, on les a vus perdre la semaine dernière contre Saint-Hyacinthe. Là, on se reprenne contre Édouard Montpetit. John Abbott va être quand même à suivre. Mais la semaine prochaine, ils reçoivent Valleyfield. Fait que là, on va avoir le vrai portrait parce qu'on est une équipe qui est vraiment à son top, là, Valleyfield. Quand on regarde ça, en réalité, Valleyfield a eu une mauvaise demi depuis le début de la saison. Sinon, pour le reste, c'est une équipe très solide. Et je pense aussi, comme tu as dit, avec John Abbott, là, ça va leur permettre aussi, ça va nous permettre justement de savoir qui sont réellement là, cette année John Abbott, là, parce que ça gagne des games, ça perd des games, c'est quand même assez serré contre des équipes que pour moi, ça aurait été peut-être un score un plus gros écart et tout, mais ça reste à voir. On va voir contre Valleyfield, une victoire, c'est une victoire, on va voir contre Valleyfield que ça va donner. So, yep, good game à suivre, ça. Exact. Montmorency, 31-20 contre Trois-Rivières. Montmorency, le coach avant le match nous disait comme quoi Trois-Rivières, il faut faire attention, c'est une équipe qui joue de manière simple mais efficace. Fait que si ta recette
finit par marcher, tu es correct, puis tu peux vraiment connaître un bon match où est-ce que les choses roulent. Mais si tu n'arrives comme pas à comment dirais-je, exécuter de la façon dont tu veux, ben eux, ils vont toujours refaire la même chose, parce qu'ils ont une façon de jouer simple, autant en attaque qu'en défense, qui fait en sorte qu'ils arrivent à être constants. Donc, ce n'est pas nécessairement l'équipe la plus dangereuse sur le temps, mais c'est une équipe que si tu n'es pas à ton top, ils vont te faire mal paraître. Et là, ça finit 31-20, puis en fait, ça a pris un toucher en fin de match parce que c'était serré, c'était même 24-20. Mais quand même, Victor Charland, Olivier Cool. Victor Charland finit avec 283 verges de game, mais Olivier Cool. De base. 7 catchs, 190 verges. De base, de base. Ça, moi, ça me surprend zéro. C'est de base, c'est des dogs. On les avait parlé en début de saison. Ils avaient dit qu'est-ce qu'ils allaient faire, puis ils le font très bien et tout. Par contre, moi, juste un petit commentaire par rapport à Montmorency. Faut bien terminer les matchs. Comme on sait que c'est l'équipe dominante, mais des fois, c'est sûr que quand tu joues contre une équipe plus faible et tout, tu as tendance à t'endormir, je parle en tant que joueur et tout. Ça va juste être important de jouer toutes les games comme si c'était le bol d'or, si je peux dire ça, comme ça, rendu en playoff, t'as pas de surprise, tu prends toutes les équipes au sérieux, puis tu vas être capable de dominer du premier jusqu'au quatrième quart. Mais sinon, Montmorency, très, très, très bon début de saison. Chapeau à eux. Là. Puis défensive très jeune, on ne va pas le répéter assez. C'est une défensive très jeune, fait que autant ils peuvent être extrêmement dynamiques, extrêmement intenses, c'est des gars de talent, mais des fois, il y a des matchs où est-ce que peut-être que si les choses commencent à mal aller, il y a peut-être les réactions où est-ce qu'on a moins d'outils là, dans notre tête là, pour réagir comme il faut. Fait que ça, c'est la job des coachs, mais regarde, ils ont des très, très bons. Mais ils ont la saison comme. Qu'est-ce qui est intéressant, ils vont pouvoir, justement, ces jeunes recrues-là, parce que, comme je dis, défensivement, ils sont très jeunes, ils vont pouvoir gagner l'expérience. Parce qu'en playoff, on le sait, c'est une deuxième saison. Ça n'a rien à voir avec la saison régulière. Oui, tu as une petite idée qui est qui, mais je pense que les jeunes, les recrues, je parle, qu'est-ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que oui, vous gagnez et tout, mais mentalement, il faut aussi que tu t'entraînes à chaque semaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en rendu en playoff, quand ça devient tough, je donne un exemple. Si, exemple, tu es down de 21 à 14, mais c'est pas le temps de paniquer. C'est le temps de dire, écoute, it is what it is. Next drive, boom, je dois make un stop. So, ça va être à ça. Je pense que c'est ça qui va faire la différence à Montmorency en playoff. Ça va être les jeunes recrues là, au niveau défensif, l'expérience qu'ils vont avoir gagné durant la saison, qu'est-ce qu'ils vont apporter durant les playoffs dans les moments clés. Je pense que c'est ça qui va faire la différence. Parce qu'offensivement, moi, je suis zéro inquiet. Tu as des vétérans, tu as des MVP, tu as des big dogs, puis défensivement, ils ont des big dogs aussi, mais ils sont juste un peu plus jeunes. Ça va être au niveau de l'expérience, puis mentalement, est-ce qu'ils vont être ready durant les playoffs? Exact. Fait qu'en D2, on finit avec Saint-Hyacinthe qui a écrasé Thetford 50-8. On ne peut pas passer à côté de Xavier Roy. 242 verges la semaine passée contre John Abbott. Là, il rajoute 167 verges, mais en seulement 5 courses. Écoute, Xavier Roy, en ce moment, c'est comme Monsieur Explosion là, qui peut laisser lui pas de place. Mais ça démontre aussi à quel point il travaille de la ligne offensive pour trouver le moyen de l'amener au deuxième niveau. Parce que un porteur de ballon de ce niveau-là, puis il y en a d'autres, là, mais des porteurs de ballon de ce niveau-là, s'ils ont la chance de prendre toute leur vitesse au deuxième niveau, c'est-à-dire à l'étape où sont supposés être les secondaires, s'ils sont en pleine vitesse à ce moment-là, je m'excuse, le terrain est trop large pour pouvoir les laisser filer comme ça. Fait que Xavier Roy, qui fait 2 semaines de suite, là, qui nous montre à quel point c'est un marchand non seulement de vitesse, mais c'est un marchand de verge. Il y en a plus qu'en masse, assez impressionnant de son côté. Sinon, regarde, je ne sais pas. Quand un match finit 50-8, là, je n'ai pas tant d'analyse que ça à faire. Je voulais juste le score le dit, ça. Voilà, exact. Division 3, en fait, avant d'aller en Division 3, on va regarder c'est quoi le match le plus intéressant cette semaine. En Division 2, j'irai avec Valleyfield contre John Abbott. John Abbott, oui, exactement. Yeah. Donc, c'était à John Abbott de stopper Valleyfield. C'est leur tour. C'est à leur tour au bâton. On va voir s'ils sont capables de bloquer ça. Ou s'ils ne bloquent pas Valleyfield, est-ce que Valleyfield est capable d'empêcher John Abbott de faire les points qu'ils sont habitués de faire? Parce que ça, c'est l'autre affaire. Yeah, c'est ça. On verra. Bonne game, ça. Une bonne game à regarder, ça. Exact. Division 3. On finit avec la Division 3. Des victoires, là. Écoute, c'était assez convaincant. Huntsic 49-14 contre Shawinigan. Lanaudière 47-13 contre Drummond. Victo 48-24 contre Champlain-Saint-Lambert. Ça, c'était un match qui était attendu puisqu'on avait besoin de savoir Champlain-Saint-Lambert se situait où à date. 3 victoires, aucune défaite, mais des victoires
pas par des grosses marges contre les équipes un peu plus faibles. Fait qu'on attendait de voir ce que ça donnait. Victo, visiblement, démontre que c'est probablement Victo, puis pas probablement, là, je pense que c'est Victo Hunsick qui sont au sommet de cette section sud-ouest-là. Hunsick font une très bonne job, et tout, très très bonne job. Hunsick, chapeau à eux. Comme tu as dit, je pense que ça va se battre entre Hunsick et Victoriaville. Hunsick a déjà gagné contre Victoriaville, je pense qu'ils ont déjà une petite avance de ce côté-là. Mais sinon, de cette section sud-ouest, les top teams, là, c'est Hunsick, Victoriaville. Champlain, Saint-Lambert qui vont jouer contre Hunsick là, ce samedi, qui va être le Game of the Week, là, je pense en Division 3. À cause de la rivalité entre les deux équipes. 4-0, 3-1, mais je pense que Hunsick sont les favoris pour ce match-là, mais ça reste à voir qui va faire quoi durant la game et tout, parce que c'est quand même une game comment c'est intéressant, ça va être le homecoming de Hunsick, là, beaucoup de gens vont être présents, en espérant qu'Hunsick nous donne un bon show, puis que Champlain Saint-Lambert vienne jouer là, au football. Là. Ah, puis tu l'as dit, regarde, la rivalité des fois, là, c'est pas juste une question de niveau des équipes. La rivalité, ça met les joueurs et les coachs dans un état d'esprit différent. Fait que des fois, tu as un match qui est plus serré que tu t'attendais. Puis là, une fois que le match est serré contre un rival particulier, même si des fois, tu t'attends peut-être à être supposé gagner, tu t'ajoutes une pression, tu te mets à rater des jeux. Fait que regarde, excuse-moi, ben, ça va être vraiment à surveiller. Donc, voilà. Fait que ça fait le tour de notre football. Nord-Est, on va juste regarder Nord-Est, même si on sait déjà qu'est-ce qui se passe. Oui, t'as raison, Nord-Est, oui. Mais on sait qu'est-ce qui se passe du côté Nord-Est, we all do respect et tout, mais tu sais, c'est... Mais encore une fois, c'était deux Varlop, là, 43-13 de Jonquière contre Chicoutimi de 46-0. Beauce-Appalaches contre Rimouski. Mais tu sais, comme on dit, de ce côté-là, on sait qu'est-ce qui se passe, on sait c'est qui la top team, mais ça va être, comme je dis, ça va être Beauce-Appalaches, Jonquière qui vont passer à Gas en playoff et tout, mais ça va être intéressant de les voir jouer contre l'autre section, là, sud-ouest, là. En playoff, là, si je pense... Vas-y. Non, j'ai dit en playoff, je sais pour être sûr comment ça fonctionne, c'est qu'ils vont prendre les meilleures équipes d'une section contre une autre équipe de l'autre section pour faire la demi-finale, ou c'est seulement en finale que les deux équipes de chaque section vont s'affronter. En fait, c'est le quatrième de la Nord-Est qui affronte le premier de la Sud-Ouest. Quatrième Sud-Ouest qui affronte le premier de la Nord-Est. Tu sais, fait que c'est 4-1 qui s'échangent. 1-4, 3-2, 2-3. Fait que là, ça fait des quarts de finale. On verra, tu sais, fait que... Ça va être des... comme j'ai dit, on n'est pas rendu là, mais ça va être des quarts et puis demi-finale quand même assez... Écoute, on verra. Les 3-2 et 2-3, ça peut, on ne sait jamais là, ce que ça peut donner. Là, regarde, je ne sais pas. Là, on verra. On verra. On ne va pas s'avancer là-dessus. On verra en temps et lieu et tout, mais ça risque d'être intéressant et tout. Mais, comme on dit, that's why they play the game. Exactement. All right. Good. Fait que ça ressemble à ça. Écoute, un gros merci, Chris. Puis j'invite tout le monde à aller voir sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux et sur YouTube. On est partout, guys. On est partout. Vous n'avez pas d'excuses. On est partout. Vous pouvez nous trouver partout. Bulletin sportif est partout. So, let's go! Yep. Fait que ton reportage, je voulais mentionner ton reportage sur le match Notre-Dame, Vieux-Montréal, des belles images que tu as prises. Fait que toujours super intéressant, toujours de qualité. Puis regarde, on continue de mettre la lumière sur nos jeunes joueurs de football collégial. Merci, Chris. Yes, sir. Merci à toi, Phil. Salut. Alors, nous voilà de retour à Bulletin sportif, le podcast présenté par Gagne Espace. C'est le volet entrevue de la semaine. Et cette semaine, on reçoit avec nous le joueur de soccer des Patriotes de l'UQTR, Gabriel Balbinotti. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Alors, Gabriel, on te reçoit... Comme à chaque semaine, on reçoit des athlètes, des entraîneurs, faire connaître un peu les gens qui sont les parties prenantes, si on veut, du sport étudiant au Québec. Puis, je pense que ça vaut la peine de jaser avec toi de ton début de saison en 5 parties, 8 buts. Bon, je sais que tu n'as pas joué au dernier match, une accumulation de cartons, défaite malheureusement contre le Rouge et Or.
Mais ça n'empêche pas que, évidemment, ben, comme je te dis, là, ton début de saison est assez remarquable. Fait que je voulais jaser avec toi, qu'on te connaisse un peu plus. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être déjà entendu ton nom du fait que tu as été avec l'Académie de l'Impact, si je ne me trompe. Donc, je te laisse nous expliquer d'où tu arrives. Je sais que, bon, évidemment, tu as joué ton soccer un peu partout, je pense, au Québec. Fait que raconte-nous rapidement ton parcours. Bon, premièrement, merci de me recevoir. Ça fait vraiment un plaisir d'être là. Moi, à 13 ans, je suis parti à l'Académie d'Impact. Puis de 13 à 18, j'ai fait mon académie. Ensuite, j'ai resté un petit temps avec les pros, je pense, de 8 mois. Et après des pros, j'ai été prêté à une équipe qui s'appelle le Ottawa Fury, à USL. Et fait que j'ai joué ma carrière professionnelle en prêt au Fury d'Ottawa pendant 1 an. Et après ça, je suis allé jouer un petit peu au Brésil aussi. J'ai fait avec une équipe réserve en première division au Brésil, puis une équipe professionnelle en deuxième division. J'ai passé un petit temps là-bas aussi. Parce que tu es originaire du Brésil. Les gens qui ne savent pas, tu es né Exact. là-bas. Je suis originaire du Brésil. Mes parents sont nés au Brésil. Donc, je suis parti là-bas, ma famille est toute là-bas. Donc, c'était un petit peu plus facile de me rendre là-bas. Après ça, j'ai décidé d'arrêter ça là, puis de revenir à l'université, puis pour recommencer, dans le fond, mes études. Parce qu'après le secondaire, j'avais arrêté pour essayer de poursuivre une carrière professionnelle de soccer. Puis, c'est ça. Donc, je suis revenu à l'université en 2019 faire ma première saison. Ma première saison en 2019, c'était difficile à l'universitaire parce que il fallait que j'attende 1 an, donc 365 jours, avant de pouvoir débuter à l'universitaire. Entre la fin de ta carrière professionnelle puis universitaire, c'est ça? C'est un règlement, hein? C'est ça. Exact. Donc, j'ai manqué environ 10 matchs sur 12 de saison régulière, plus 5 playoffs et championnat canadien. Et donc, j'ai joué les 7 dernières. Puis, cette année-là, on avait gagné. Oui. On avait gagné le tout. Et à cause de mes performances au championnat canadien, j'ai été repêché par Forge à Hamilton. J'ai réussi à signer là-bas. Donc, j'ai passé 1 an là-bas aussi, un an quand même assez difficile. Et après ça, je suis revenu à l'universitaire et je joue universitaire et en PLSQ depuis ce temps-là. Là, tu dis que c'était difficile parce qu'en fait, c'est ça. Tu as été tenter ta chance professionnelle. Tu es revenu une année 2019, comme tu racontes, à l'université. Mais là, tout de suite, c'est ça, tu as été repêché. Fait que dans le fond, tu te dis, OK, je vais réessayer universitaire. C'est pas universitaire, mais professionnel. Je vais me réessayer en disant, bon, peut-être que là, ça va mieux fonctionner. C'est comme ça que tu as vu ça? Oui, exactement. Puis, moi, honnêtement, quand je suis parti là-bas, quand je me suis fait drafter, je me suis dit, j'ai l'opportunité encore, pourquoi pas se réessayer. Puis, je me suis réessayé. Puis, il y avait des bons moments, il y avait des moments un petit peu plus difficiles aussi. Et après ça, à cause de certains facteurs, j'ai décidé de revenir. Ils ne m'ont pas prolongé de 1. Et après, j'ai décidé de revenir à l'université puis de poursuivre mes études encore. Qu'est-ce qui est la plus grosse différence? Parce que là, tu as été en équipe de réserve au Brésil, en Division 1, Division 2 au Brésil, qu'on s'entend que, bon, je fais juste imaginer, mais j'imagine que la Ligue, le niveau de jeu au Brésil est assez élevé quand même. Ouais. Qu'est-ce qui fait que, bon, tu arrives à jouer pro, c'est difficile versus, tu sais, comment je pourrais dire, l'étape de plus? Qu'est-ce qui rend ça si difficile pour s'installer et vraiment s'établir pour une carrière? Ben, dans le circuit professionnel, c'est vraiment, tu as une chance. Si tu la pognes, tant mieux. Si tu la pognes pas, ben, ça va être très difficile pour cette année. Moi, quand je l'ai eu, je l'ai pas pogné. Et après, ça a été difficile d'essayer de se reprendre parce que c'est difficile d'avoir des opportunités quand tu viens d'arriver, tu es jeune, tu es nouveau, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Fait que c'est ça, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu des facteurs... le business et tout ça qui rentre en jeu aussi, les contrats, etc., qui sont des fois sont difficiles à gérer et à accepter.
Puis c'est ça, c'est un petit peu, mais c'est vraiment beaucoup le nombre d'opportunités. Par exemple, à l'université, si tu joues un mauvais match, ben, tu vas avoir ta chance. Ou tu as t'as plus de chances d'avoir une autre occasion de vouloir te prouver, de pouvoir se prouver dans le fond. Et toi, tu es un marqueur de but, fait que j'imagine que c'est une question de je joue un match, je profite pas de mes occasions de marquer, oups, on en met un autre qui lui marque des buts, fait que c'est comme tu dis, c'est les Honnêtement, ouais. Honnêtement, ouais. Tu as vécu justement le championnat canadien des Patriotes en 2019, la finale contre Montréal, à Montréal. C'était quoi l'ambiance à ce moment-là de jouer ce match-là de finale canadienne, mais au Québec, devant justement, dans le fond, une ville où tu as passé ta jeunesse justement à te développer? Oui, bien en fait, honnêtement, on pense que c'est un match à l'extérieur, mais je vous dis bien honnêtement, moi je pense que c'était presque un match chez nous ici à Trois-Rivières. Je pense que la moitié des estrades, sinon un petit peu plus, c'était tous des Trifuviens qui sont venus nous supporter. Fait que honnêtement, c'était plus un match maison que d'autres choses. Puis pouvoir jouer devant nos partisans une finale d'aussi grande valeur, c'était vraiment quelque chose de spécial. Je pense que tu as bien joué dans ce match-là. Ben, en fait, au championnat canadien, dans les 3 matchs, j'ai marqué 3 buts. Oui, c'est ça. Donc, ça a bien été. Excellent, ça. Et là, comme tu expliques, tu reviens cette année. Dans le fond, là, l'idée, c'est tu recommences tes études, puis tu as décidé de compléter ta carrière universitaire, puis ton diplôme en finissant avec les Patriotes, c'est ça? Mais en fait, moi, j'étais revenu l'année passée déjà. OK. Mais l'année passée, j'ai joué, je pense, 3 games et j'ai cassé mes côtes à l'entraînement. Oh! Ouais, donc j'ai pas mal manqué le reste de la saison après ça. Et puis, drôle d'histoire, cette saison, c'est ma 3e saison universitaire. Et c'est la première on touche du bois, je puisse la compléter au complet. Je vais te le souhaiter, en effet, parce qu'effectivement, c'est ça, je regardais, parce que j'essayais de suivre. Là, on voit que tu as joué, c'est ça, avec Ottawa, que tu étais avec le Forge. Fait que là, j'essayais de voir, ça marquait que tu étais 2019. J'essayais de voir dans les matchs de l'année passée. Je n'avais pas vu ton nom, fait que là, tu me dis que tu étais là, mais c'est ça. Donc, non, c'était compliqué, là. C'est compliqué à être là, vouloir se prouver, mais par des facteurs, je peux pas jouer parce que je jouais pro avant ou je me blesse par une niaiserie à l'entraînement, je peux pas jouer ma saison, c'est difficile. Mais là, pour l'instant, tout va bien, pas blessé, suspendu un match, mais ça arrive. Ça arrive. Et justement, arrivons-en à cette fameuse saison 2022 actuellement. Comment ça va, les Patriotes? Vous semblez assez bien aller. Comme je disais, une défaite en fin de semaine contre Laval. Mais sinon, ça semble bien aller. L'équipe est quoi? 3 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Je ne regarde pas tous les matchs, mais j'ai vu votre match contre Concordia où vous avez fait le retour après avoir perdu 1-0, 2-1. Vous avez fini par gagner le match 3-2. Donc, les Patriotes, est-ce que tu trouves que ça ressemble aux Patriotes de 2019? Avez-vous une équipe de ce calibre-là? Comment tu vois la saison jusqu'à maintenant? Ben, moi, je pense que c'est 2 équipes complètement différentes avec des qualités vraiment différentes. Je pense que cette année, nous avons vraiment une belle équipe avec une belle chimie d'équipe et un bel esprit d'équipe aussi. Les résultats, c'est sûr qu'en 2019, ils étaient meilleurs. Je veux pas, c'est la réalité. Mais moi, je pense que cette année, honnêtement, on a vraiment une belle équipe avec beaucoup de qualité. Et en tout cas, j'ai vraiment hâte de voir pour le restant de la saison. Mais moi je crois vraiment. Puis avec nos performances qui s'améliorent en plus de petit en petit, je pense qu'on pourrait vraiment faire quelque chose de beau cette année aussi. Prochain match, c'est vous recevez les Carabins. Ça va être un gros match. Qu'est-ce qui est à surveiller contre les Carabins? Qu'est-ce qui est l'élément clé là, pour les Patriotes pour gagner ce match-là? Ben, comme vous savez, sûrement, les Carabins sont 3 fois champions sur 4 finales au championnat canadien.
Donc, ils ont de l'expérience dans la Ligue, ils ont de l'expérience dans le championnat canadien, ils ont des joueurs vraiment de grosse qualité, avec beaucoup de profondeur aussi, beaucoup de bons joueurs là-bas. Donc, mais moi, je crois, si on joue notre match, on peut prendre n'importe qui, donc il faut juste qu'on se concentre sur nous, puis on joue dans nos qualités à nous et on peut battre tout le monde, moi, je pense. Ben justement, c'est quoi les qualités des Patriots? C'est quel type d'équipe pour les gens qui vous suivent moins? Ou quel genre d'équipe vous êtes? Quel genre de soccer vous offrez? Est-ce que c'est basé sur quel type de qualité que vous avez? Ben, nous, on a vraiment beaucoup de qualité sur les côtés, vraiment beaucoup de vitesse sur les côtés. Donc, on essaie d'exploiter ça. Et aussi, on joue avec nos 3 devant. Et non seulement moi, on est 2 pros des 3, deux anciens pros des 3 qui jouent devant, donc moi et Vincent Lamy. Donc on a vraiment beaucoup d'expérience à apporter à l'équipe aussi, vraiment beaucoup de qualité technique au milieu de terrain. Mais on joue vraiment beaucoup sur la vitesse et sur les combinaisons rapides et la contre-attaque sur les côtés. Parce que honnêtement, on est rapide de ces côtés-là. Puis, tu parles de ça, justement, d'avoir 2 pros. Évidemment, il y a toi, ben, tu peux peut-être pas parler pour ton coéquipier, mais Vincent Lamy, mais qu'est-ce que tu arrives à apporter qui vient de ton expérience chez les pros quand tu arrives dans l'universitaire? Est-ce qu'il y a une rigueur? Est-ce qu'il y a une façon de travailler? Est-ce qu'il y a des choses que tu es capable d'amener qui font de toi peut-être un meilleur leader ou un modèle, ou je ne sais pas, parce que tu as vécu du plus haut niveau? Comment ça te forme comme joueur? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça apporte à une équipe? Ben, je pense qu'un petit peu de tout ce que vous avez dit, mais aussi juste, il y a un certain niveau de connaissances puis des petits détails qui sont peut-être passés par-dessus, qu'on ne voit pas vraiment, mais que moi, par rapport à mes expériences, c'est très, très flagrant. Donc, je peux essayer d'aider mes coéquipiers à leur donner des petits trucs pour qu'eux, ils puissent s'exprimer encore plus. Donc, juste des petits détails que peut-être qu'ils passent à côté, qu'il y a un petit manque d'expérience, mais avec le fait que moi, j'ai vu ça ailleurs, ben, je peux l'amener ici puis juste aider tout le monde à progresser. Comment tu qualifierais le niveau de jeu du soccer universitaire? Souvent, j'essaie de parler à du monde, puis moi, je ne suis pas un expert de soccer, mais bon, j'aime regarder un paquet de sports, puis humblement, j'ai coaché un petit peu de soccer, mais pour des tout petits, là, fait que ça fait pas moi un expert du tout. Mais comment tu qualifierais le soccer d'ici avec des joueurs justement qui se font repêcher, qui vont jouer dans la première ligue canadienne, puis après ça, qui ont peut-être des chances, puis comme tu dis, toi-même qui es un ancien de l'Académie de l'Impact, qui a pratiqué avec des joueurs qui aujourd'hui sont du niveau pro. Est-ce que la qualité de soccer qu'on voit au niveau universitaire au Québec, au Canada, on peut dire que c'est relevé? Comment tu qualifies ça? Puis, même si tu trouvais ça pas si fort que ça, je pense pas que c'est un manque de respect. Là, c'est juste d'essayer d'établir pour les gens pour faire un comparable avec autre chose qu'on peut voir. Non, moi, je pense que le niveau universitaire, c'est vraiment du haut niveau. Après, c'est du haut niveau dans un différent sens. C'est beaucoup moins technique, c'est beaucoup moins ballon, on joue au ballon. Et c'est vraiment dans le haut niveau par rapport à la tactique puis physiquement. Okay. Mais vraiment le top niveau par rapport à ça. Donc, c'est vraiment une ligue physique et vraiment une ligue tactique qui se concentre vraiment à gagner des matchs. C'est pas une ligue qui on va essayer de bien jouer puis on va voir ce qui se passe. C'est vraiment on gagne, l'important c'est de gagner puis peu importe la façon, mais presque. Fait que par rapport à ça, moi j'ai toujours dit, je pense que l'universitaire, honnêtement, c'est vraiment du haut niveau. C'est pas que je trouve quoi que ce soit moins beau que d'autres choses. C'est du haut niveau d'une autre façon. Est-ce que toi, quand tu t'es présenté là, est-ce que c'était l'option d'aller jouer aux États-Unis ou regarder la NCAA? Est-ce que ça s'était présenté à toi? Oui, après ma saison, après ma dernière saison à l'Académie de l'Impact, j'avais fini cette saison-là avec 23 buts en 23 matchs, si je me semble, un truc de même en USSDA, qui est une ligue américaine. Mm-hmm.
Et ensuite, j'avais un petit peu des offres pas mal partout. Vermont University, Wake Forest, en première division en NCAA. Mais quand j'ai reçu ces offres-là universitaires américaines, moi, mon rêve, c'était de signer pro puis de signer pour l'Impact de Montréal, le CF Montréal maintenant. Et moi, j'avais l'opportunité de m'entraîner avec eux, puis de les côtoyer, puis de me battre pour ma place dans le professionnel à MLS direct là. Donc, moi, j'ai pris les risques, puis j'ai resté à l'Impact, puis j'ai resté avec les pros, puis honnêtement, je suis vraiment aucun regret. C'était vraiment une expérience merveilleuse. Qu'est-ce que tu dirais qui te manquait pour dire, OK, je passe à la prochaine étape, puis tu aurais pu t'installer comme joueur de l'Impact? C'est-tu encore une fois des opportunités que tu dis, bon, OK? Non. Non, je pense que la maturité dans le jeu, sur le terrain et à l'extérieur aussi, quand on est jeune, quand on est jeune sur le terrain, des fois, on essaie de trop faire. Puis des fois, ça ne porte pas fruit. Je pense que je voulais trop impressionner, j'étais immature dans plusieurs aspects. Puis le coach dans ce temps-là, en fait, c'était Mauro Biello. Et après, c'était Rémi Garde. Et quand Rémi Garde est arrivé, il m'a dit qu'il préférait me prêter pour le Fury d'Ottawa parce qu'il voyait qu'il manquait un peu d'expérience puis de maturité. Donc, il m'a envoyé en prêt au Fury d'Ottawa pour en reprendre. Puis, finalement, ça ne s'était pas bien passé. Je n'avais pas eu de bonnes performances à Ottawa. Donc, je n'ai pas resté après. Là, maintenant, c'est super positif cette année, comme on disait tantôt, en masse de buts. Comment tu vois le reste de la saison? Tu en parlais un peu tantôt en disant, bon, ben, je pense qu'on a une bonne équipe. Si on joue notre match, on fait nos choses, on est capable de prendre qui on veut. L'esprit est comment dans l'équipe? Est-ce que les joueurs de l'équipe croient à leur chance? C'est quoi l'objectif? Est-ce que vous allez un par un ou vous êtes plus en mode non, on vise le championnat puis on travaille pour ça? C'est comment? Mais c'est sûr que, tu sais, ça c'est une affaire qu'on le dit souvent, c'est on va un match à la fois. Donc, le match le plus important pour notre saison, c'est jeudi. Et après le match de jeudi, ben, le match le plus important de notre saison, c'est le dimanche. Donc, c'est vraiment un match à la fois, puis se concentrer sur ce qu'on doit faire à tel match pour performer puis pour gagner. Donc, je pense que c'est ça la mentalité de l'équipe. Mais, tu sais, on se regarde ici dans le vestiaire, puis c'est sûr qu'on se dit, ben, on a vraiment beaucoup de qualité, puis on est vraiment capable. Il faut juste pousser, il faut juste travailler, puis on va se rendre. Excellent. Est-ce qu'il te reste combien d'années, toi, à jouer universitaire? Il me reste L plus 1. Le L plus 1. Est-ce que c'est la fin pour toi de tenter ta chance au niveau pro après ça ou c'est encore quelque chose qui est dans ta tête puis que tu vas essayer? Honnêtement, moi, cette année, je me concentre vraiment sur les études. Je pense que là, je suis rendu à un âge où il faut vraiment que j'essaie de me retrouver dans une carrière à l'extérieur du soccer. Mais comme je dis, c'est comme si c'est arrivé en 2019. Si l'opportunité elle vient, c'est sûr que je vais la prendre. Je pense que personne ne dirait non à une opportunité comme ça. C'est le rêve de la majorité des gars depuis qu'on est tout petit. C'est sûr que je vais la prendre, mais moi, je me concentre vraiment sur l'école et sur notre saison Patriote ici. Parce que une bague, c'est bien, mais 2 bagues, c'est mieux. J'aime ça, c'est bon. Écoute, je te remercie infiniment du temps que tu as pris et que tu nous as donné pour qu'on apprenne à te connaître et qu'on apprenne à connaître un peu les Patriotes du QTR de cette année. Prochain match, tu l'as dit, jeudi face à Montréal. Vous recevez Montréal. Ensuite, dimanche, vous allez à Sherbrooke pour jouer le prochain. On va vous suivre, on va regarder ça. C'est disponible pour les gens qui veulent, qui vont pas nécessairement se déplacer sur place. C'est disponible en web diffusion, donc pas de raison de rater ça. Puis j'invite les gens à prendre au moins quelques minutes puis regarder du soccer universitaire. Moi, personnellement, j'adore prendre du temps quand c'est possible pour le faire parce qu'on a du bon jeu ici. Ouais, bien honnêtement, merci beaucoup. Honnêtement, c'est très, très apprécié de m'avoir accueilli. Puis, ouais, ceux qui veulent voir le match, UDM UQTR, c'est un match de grands rivaux, c'est un match en feu. Donc, moi, je pense que c'est toujours les meilleurs matchs de la Ligue. Donc, si vous avez le temps à regarder ça, prenez le temps parce que c'est vraiment un match unique dans la saison.
Excellent. Fait qu'on sera au rendez-vous. Un gros merci, Gabriel. On te suit Merci à d'ici vous. la fin de la saison, puis on reprendra des nouvelles. Parfait, merci. Merci, salut. Bye-bye. Et voilà, c'était l'entrevue de la semaine avec Gabriel Balbinotti. J'espère que vous avez apprécié, surtout appris à connaître un joueur qui évolue dans notre ligue de soccer universitaire au Québec et évidemment là, qui est passé par toutes sortes de chemins, qui est un ancien joueur professionnel. Donc, ça vous démontre la qualité du niveau de jeu qui peut évoluer là, dans notre sport universitaire chez nous. Donc, je vous invite à aller voir du football ou du soccer ou du hockey, il y a tellement de sports à aller voir. Je vous invite vraiment à prendre le temps de regarder ce qui se fait autour de chez vous. Allez sur le site rseq-stats.ca. Vous allez avoir l'ensemble des événements qui peuvent se dérouler dans votre région. Puis choisissez 101, allez voir un match, vous allez voir la qualité est toujours bonne. Donc, on revient là-dessus. Soccer universitaire en fin de semaine, ben, on en a parlé avec Gabriel. Il y a le match Montréal contre l'UQTR le jeudi qui est à voir. Si vous ne pouvez pas y aller, c'est web diffusé. Donc, pas de raison de rater ça. On va continuer au soccer féminin. On a le deuxième match Laval contre Montréal qui va se jouer dimanche. Montréal a accordé un seul but cette année en 7 matchs. Et c'était contre qui? Contre Laval dans une défaite de 1-0, leur seule défaite de la saison. On va continuer au football, excusez-moi, au sport universitaire. Championnat provincial de golf à Bromont, dimanche, lundi. Dernier événement de la saison. Au flag football, deuxième tournoi de la saison. Ça, c'est à Sherbrooke, samedi. On aura le droit au premier affrontement entre les deux finalistes de l'an passé, Montréal, les Carabins et l'UQAM, qui vont s'affronter. Les deux équipes sont à 4 victoires, aucune défaite et 3 victoires, aucune défaite respectivement. Premier tournoi de la saison en badminton, ça se passe à McGill du côté des femmes et à l'ETS du côté des hommes. Et cross-country, deuxième événement de la saison, cette fois c'est dans la région d'Ottawa qu'on s'en va pour voir évoluer nos champions et championnes de cross-country. Au niveau collégial en soccer féminin, j'attire votre attention sur l'affrontement entre Huntsic et Champlain-Saint-Lambert. Ensuite, en hockey collégial féminin, Lennoxville contre Dawson, vendredi 20h. Et du côté des hommes, Sorel-Tracy contre Glenelgrou samedi à 14h40 et Champlain-Saint-Lawrence contre Alma dimanche à 13h. Encore une fois, des matchs web diffusés, RSEQ.direct dans le cas des matchs collégiaux. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, allez voir ça. Et pour terminer, je vous parle de football juvénile D2. Effectivement, je n'en parle pas très souvent, mais je pense que c'est quelque chose qui devrait intéresser pas mal de monde. Dalbé-Vio affronte Bourget en fin de semaine. Et il y a un phénomène du côté de Dalbé-Vio qui s'appelle Antoine Raymond, porteur de ballon d'équipe Québec cet été. Il a actuellement 12 touchés. C'est le joueur à surveiller. D'après moi, il s'en va aux États-Unis à partir de l'an prochain, donc c'est peut-être une dernière occasion de le voir au Québec avant qu'il revienne peut-être un jour, soit universitaire, peut-être même professionnel. On va attendre dans son cas, mais quand même, je vous suggère fortement d'aller profiter de ses exploits, alors que Dalbé-Vio va affronter Bourget qui est premier au classement avec 4 victoires, aucune défaite. Alors voilà, c'est ce qui résume notre semaine. Je vous invite encore une fois à partagez en grand nombre, donnez-nous vos commentaires, c'est toujours apprécié. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup.